Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle encyclopédie du théâtre. Ce soir, on va poursuivre le voyage qu'on a entamé il y a un mois dans la matière romaine. On avait parlé il y a un mois de Jules César avec Arthur Nosiciel. On était en 44 avant Jésus-Christ. Ce soir, on va parler de Titus et de son amante Bérénice. On en parle avec Jean-René Lemoine à l'occasion de sa mise en scène de Bérénice, tragédie de Racine qui s'intéresse aux premiers jours du règne de l'empereur Titus sur Rome, en 79 après Jésus-Christ. Jean-René Lemoine, vous êtes metteur en scène, auteur et acteur. En 2014, vous avez mis en scène Médée, poème enragé, dont vous étiez l'auteur et l'interprète. Dans ce spectacle, il était déjà question d'exil, de promesses et de trahison, qui sont les motifs qui fondent la tragédie de Bérénice. On a la sensation que ces deux spectacles dialoguent l'un avec l'autre à 10 ans d'intervalle. Alors ma première question, elle concerne votre relation à ces femmes amoureuses, exilées et abandonnées, loin de leur terre natale. Qui sont-elles, ces femmes, pour vous, et d'où vient qu'elles vous hantent? Alors, d'où vient, je serais incapable de répondre, mais la formulation est parfaite parce qu'elle me hante, elles m'habitent et elles sont une sorte de continuum dans la prospection de la matière amoureuse, et que ce soit dans l'écriture de mon propre texte que dans la plongée dans l'univers racinien. Il se trouve que j'ai vraiment le sentiment que l'univers racinien est la matrice de mon écriture, et que c'est l'endroit premier de ma découverte du théâtre. Et c'est d'une certaine manière une épiphanie adolescente, parce que depuis l'âge de 14 ans, j'apprenais Dieu sait pourquoi, des répliques et des tirades de Racine. Il se trouve aussi qu'il y a un endroit du personnage féminin, de l'exploration du personnage féminin qui m'intéresse particulièrement, parce que si on pense au répertoire théâtral classique, très souvent les rôles les plus fondamentaux sont dévolus à des personnages masculins. Alors, pas chez Tchekhov, pas chez les Grecs. Et chez Racine, il y a aussi cette exploration de l'univers féminin où la femme n'est pas celle qui met en valeur le personnage central masculin. On pourrait le penser dans la tragédie de Racine, dans Bérénice, mais il y a vraiment un endroit, comment dire, à la fois du vertige, de la grandeur, et un endroit presque qui était d'une certaine manière interdit au XVIIe, et que Racine pose d'une façon extrêmement forte avec ce personnage. La notion de l'exil est une notion qui me traverse très très profondément, et ce sont deux exils différents pour moi, celui de Médée, dans ce texte Médée, poème enragé que j'ai écrit, et dans la présence de Bérénice dans ce palais qui est le palais de Titus. On ne s'est pas installé dans cette dimension de l'étrangère dans la mise en scène que sans doute vous allez voir ce soir. C'est plutôt un exil intérieur, c'est, comment dire, la sensation de l'absolu de l'amour qui ferme la porte à tout ce qui peut être l'extérieur, et on a creusé l'abandon de ce qu'il y avait avant dans la vie de Bérénice pour être dans une sorte de présent vertigineux, et ce présent devient une séparation avec l'avant, et l'avant devient un exil jusqu'au moment où elle décide de repartir dans sa terre. Alors que dans le personnage de Médée, il y avait un rapport beaucoup plus politique comment dire,
à la tentative de m'aider, de s'adapter à un territoire qui pouvait être un territoire occidental et à se désintégrer pour pouvoir s'intégrer dans le territoire, dans le territoire de Jason. Oui, en quelque sorte, je vois très bien. En réalité, elle est exilée 2 fois, cette Bérénice, de sa terre natale et effectivement de cet amour. Et vous insistez donc, justement, c'est comme s'il y avait un seul exil, elle ne vient plus tant de Palestine que ça, dans votre mise en scène. C'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que dans cette mise en scène, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle s'exile d'elle-même pour plonger dans l'amour. Et j'avais envie de travailler sur le discours amoureux. Et de voir quel vertige et quelle profondeur et quelle absence de soi, et à quelle absence de soi-même on pouvait arriver par la puissance du désir et par la frustration dans la puissance du désir. Donc d'une certaine manière, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est l'exil de soi-même, c'est l'abandon de son propre être pour être, comment dire, d'une certaine manière, dans quelque chose qui devient fantasmatique et dans la construction d'une perfection avec celui qui a été déclaré comme l'être aimé. C'est vraiment la folie de l'abandon de soi-même qui me fait m'interroger même sur l'existence, sur comment dire, sur la définition de l'amour. Est-ce qu'il s'agit d'amour dans cette pièce, ou est-ce qu'il s'agit du sentiment d'être amoureux? En italien, il y a 2 mots pour l'amour. Il y a l'amore et il y a l'innamoramento. Et l'innamoramento, ce sont tous les états qui sont des états, d'une certaine manière, des états de maladie. Les états d'attente, de délire, de fièvre. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Je ne parlerai pas de pathologie de l'amour, parce qu'il y a un jugement dans le terme de pathologie de l'amour, mais je parlerai de folie de l'amour, dans le sens vraiment de déraison de l'amour, comme opposition à tout ce qui est, à tout ce qui est raisonnable. Il y a, comment dire, un endroit de recherche de perfection dans le sentiment que Bérénice éprouve pour Titus, et qui est pratiquement une perfection insupportable, que moi j'adore, hein, mais qui est tellement infinie que, d'une certaine manière, peut-être qu'elle ne peut pas durer. Comment, et ça c'est ce rapport aussi entre le féminin et le masculin, féminin et masculin ne voulant pas dire homme et femme, mais ce rapport de la pureté absolue dans l'amour fait que rien d'autre n'existe. C'est un exil de tout, c'est un exil véritablement de l'existence pour entrer dans la cathédrale de l'amour et du désir. Et peut-être que cet amour-là ne peut être voué qu'à l'échec. Ou s'il n'est pas voué à l'échec, il ne peut être voué qu'à sa transfiguration, qu'à un devenir sublime dans la séparation et le souvenir, qui font que cet amour devient une sorte d'apothéose permanente, et devient à un endroit du sacré où on peut lui vouer uniquement le culte de la séparation et le culte du souvenir, ce qui se passe dans Bérénice. Et vous venez de dire, je rebondis, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la déraison adolescente, de l'excès adolescent. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi une Bérénice très jeune, et probablement plus jeune que ne l'est le rôle de Bérénice? Alors déjà, il me semble que Racine l'a rajeunie, parce que elle a, avec Titus, il me semble, un amour épais de 10 ans, et pas de 5. Et déjà, chez Racine, la durée de l'amour qui précède l'accès au pouvoir de Titus n'est plus que de 5 ans, comme s'il fallait déjà justement rajeunir un peu Bérénice, dont on dit qu'elle a une beauté désuète, si ma mémoire est bonne. Mais vous avez choisi une très jeune actrice. Est-ce que c'est pour justement aller du côté de l'adolescence, de la jeunesse, et de ses excès?
C'est difficile de répondre. Je crois que j'ai choisi cette actrice parce que je l'ai rencontrée. Il se trouve que en travaillant au conservatoire, au CNSAD, donc au conservatoire d'art dramatique à Paris, j'ai rencontré Marine Gramont qui était encore élève, et que ce désir de monter Bérénice, qui allait de pair avec le fait que je n'osais pas le faire, il s'est cristallisé en la voyant, et en voyant aussi la femme d'aujourd'hui qu'elle est, et qu'elle représente, et qui me déplace constamment par rapport justement à une idée traditionnelle que je pouvais avoir d'une Bérénice un peu grubérienne, un peu Inès de la Fressange, tragique et absolument filiforme. Et donc la rencontre avec Marine Gramont est d'une certaine manière le choc avec une femme véritablement d'aujourd'hui, et qui m'oblige à sortir, comment dire, de mon fantasme Barbara, on va dire, pour être très synthétique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu cette rencontre avec Marine, je me suis rendu compte qu'on pouvait aller dans la fureur de la jeunesse. Et c'est là que, comment dire, l'avalanche du souvenir on va dire, de ma propre adolescence et de ce que je pouvais avoir de fureur. La fureur n'est pas passée, cela dit, mais je me suis rendu compte que c'est avec ça que je pouvais travailler en jouant, en faisant jouer Marine, et aussi Alexandre Gonin, qui interprète Antiochus, et qui est aussi dans la jeunesse, même si c'est un homme de 30 ans, mais il y a quelque chose chez lui qui a la pureté du début de l'âge seulement, et avec un Titus qui est un petit peu plus âgé, et qui a quelque chose par l'âge qu'il a, les 45 ans qu'il a, il apparaît comme un personnage un peu plus décadent par rapport à l'absolu de leur âge à eux. Et donc, les choses se sont véritablement construites à partir des rencontres que j'ai faites. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a décidé également que les confidents seraient, seraient les représentants de la raison, et ils auraient beaucoup plus d'années au compteur, et que le travail en répétition est parti, de cet absolu, de cette chose sans barrière qu'on peut avoir dans les premiers émois adolescents, de la manière dont, dans les premiers émois, pour autant que je m'en souviens assez bien d'ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre de la construction de l'autre dans le transport amoureux, c'est-à-dire que l'autre devient comme un tableau qu'on peint, comme un écran où on projette un film qu'on aurait tourné soi-même, et il y a quelque chose dans le souvenir de l'adolescence où, si l'amour n'est pas possible, la mort arrive tout le temps, qui est une mort fantasmatique, bien entendu, et parfois elle ne l'est pas. Et donc, ça me semblait être totalement en phase avec la puissance des personnages et la folie de la langue. Alors, cette mort qui vient tout le temps, justement, elle ne vient pas dans Bérénice. Dans Bérénice, personne ne meurt. Et c'est la première fois qu'une tragédie classique se conclut sur autre chose que la mort de ses personnages principaux. Racine écrit Bérénice en 1670, à un moment où les codes académiques qui régissent l'écriture dramatique sont extrêmement serrés. La tragédie à l'époque, c'est, je cite, « un récit théâtral caractérisé par des personnages nobles, écrit en alexandrin, et dans lequel la mort apparaît au dénouement ». Avec Bérénice, Racine invente un autre modèle de tragédie, ce qui lui vaut d'infinies controverses à son époque. Alors, un texte qui porte en lui une rupture, pour ne pas dire une charge révolutionnaire, ça n'est pas un texte comme les autres. Est-ce que cette dimension transgressive du texte vous a intéressé aussi ?
Oui. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, comment dire, cet élément de la rupture où Racine parle de la tristesse majestueuse et il ose travailler jusqu'au bout sur la dimension des larmes et quitter la dimension, comment dire, de l'héroïsme, de la construction de l'individu qui écrase sa douleur et qui entre dans le bien, dans le sociétal, dans la royauté, etc., en ayant écarté ces pulsions premières. Ce n'est pas du tout ce que fait Racine, c'est beaucoup plus ce que fait Corneille, et c'est encore moins ce que fait Racine dans la pièce Bérénice, et on va beaucoup lui reprocher ce qu'on aurait pu appeler alors la féminisation de tous les personnages, et cette propension à l'émotion qu'il attribue également au personnage de Titus. Donc en fait, dans cette pièce, il n'y a pas cette éthique de la puissance et de la construction de soi-même dans une chose où il y aurait, comment dire, une philosophie de l'être et une morale de l'existence. Et par ailleurs, effectivement, dans cette tragédie, personne ne meurt, et en même temps, cette tragédie, elle est complètement habitée, traversée par la mort. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que dans cette tragédie, il y a la mort. Il y a la mort qui est le désir permanent qu'ont les trois protagonistes d'en finir. Et ce désir est pour moi inouï. À savoir que l'intensité de la douleur est tellement grande, cette douleur est tellement térébrante que la seule chose qui puisse être un peu un lexomile pour ces personnages, c'est la perspective que ça se termine, qu'on s'endorme, qu'on se calme. Et on ne peut se calmer de cette douleur totalement affolante qu'en se disant qu'on va sauter la vie à soi-même. Donc il y a à la fois la douleur comme réparation, et en même temps il y a la douleur comme menace à l'autre, comme chantage, etc., qui font quand même partie des ressorts amoureux. Et ce qui se passe, c'est que quand Bérénice se rend compte qu'elle ne pourra pas épouser Titus, pour moi, il y a la traversée du gouffre, il y a la traversée de la mort, et dans cette pièce-là, qui est une pièce unique dans le répertoire, il y a quelque chose après cette traversée d'une mort symbolique qui est d'une certaine manière comme une résurrection, parce que Bérénice invente l'éternité de l'amour. Il y a comme la notion d'avoir traversé le sacrifice, de l'avoir dépassé et entrer dans un amour absolu où on accepte que l'autre ne sera plus là. Et donc, le deuxième amour, après la mort de l'amour, devient comme une sorte de religion qui sera une religion infinie. Et ça, je ne l'ai rencontré dans aucun autre répertoire. Et c'est une chose que je trouve absolument bouleversante. Donc, pour moi, dans cette Bérénice-là, il y a du sang versé, mais ce sang versé, c'est une sorte d'hémorragie interne permanent, et j'ai le sentiment que ce sang commence à couler dès le premier instant de la pièce, dans le premier monologue d'Antiochus. Pardon, c'est pas très drôle tout ce que je vous dis. C'est une tragédie, oui. Mais on va en reparler justement. Mais maintenant, de la douleur, vous venez justement de citer les mots de Racine dans sa préface. Il dit justement qu'il n'y aura pas de sang versé, mais une tristesse majestueuse. Je vais citer un autre passage de sa préface, qui est le suivant. Il écrit...
Il y avait longtemps que je voulais essayer de faire une tragédie avec cette simplicité d'action qui a été si fort du goût des anciens. Il y en a qui pensent que cette simplicité est une marque de peu d'invention. Ils ne songent pas qu'au contraire, toute l'invention consiste à faire quelque chose de rien. Et c'est du rien, ou plutôt justement de ce que ce rien vient nommer, que je voudrais qu'on parle maintenant. Il n'y a rien d'autre, en effet, vous l'avez dit, que la douleur, que le chemin infiniment douloureux qu'empruntent les corps qui ont donc décidé de se séparer. Rien d'autre, puisque dès l'acte 2, Titus sait qu'il quitte Bérénice, mais 4 actes sont nécessaires à transformer ce savoir en fait. Est-ce que donc ce rien ne désigne pas en fait le processus mental? Vous avez commencé à répondre, mais je vous repose la question pour que vous y répondiez plus précisément. Le processus mental que traverse chaque être au moment de la rupture. Est-ce que cette pièce donc n'est pas une sorte de phénoménologie de la séparation? Est-ce que c'est pas en cela précisément qu'elle est unique? Oui, pour moi, cette pièce est une consolation absolue face à la rupture amoureuse. Voilà. Donc, en fait, elle résout 10 ans de psychanalyse avec une ou deux représentations. Alors, c'est moins une pièce sur la douleur qu'une pièce sur l'excès d'amour. Et donc, il y a quelque chose dans cet excès d'amour qui vrille en permanence comme une migraine sublime. Et c'est ça qui m'intéresse dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a un moment de désir, de puissance, d'attraction de l'autre qui est à la fois exaltant et douloureux. Donc, c'est très, très difficile de définir la pièce en termes de, comment dire, de beauté absolue du transport ou de vertige de la douleur. Ces choses-là sont en permanence intimement mêlées. Et donc, j'ai l'impression que de ne le définir que comme de la douleur, ce n'est pas, en tous les cas dans ma vision, ce n'est pas le définir complètement avec justice, dans le sens où il y a un endroit infini du plaisir de la déclaration d'amour. Parce que, comme vous dites, effectivement, c'est une pièce sur la séparation, mais c'est en même temps sur une pièce de la déclaration. Et en même temps, c'est une pièce sur l'impossibilité de dire. Et c'est une pièce sur l'opposition entre l'aphasie et le flot du langage. À savoir qu'il y a un absolu du sentiment et de la conviction de son propre sentiment chez Bérénice. Et chez Titus, il y a ce doute du Sénat, de la loi, etc., loi complètement arbitraire et loi qui lui interdit d'épouser une reine étrangère, je précise, mais c'est une loi qui, d'une certaine manière, il pourrait contourner. Mais il y a quelque chose du choc entre ces deux entités qui fait que Titus, dans son amour pour Bérénice, entre dans ce qu'on appellerait une aphasie hystérique. Sa langue est glacée, il n'arrive plus à parler et il n'arrive plus non seulement à dire qu'il veut la quitter, qu'il est décidé à la quitter, mais à savoir s'il est capable de la quitter. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est en même temps qu'il la quitte, il ne la quitte pas. Il la quitte quand elle n'est pas là, c'est-à-dire qu'il dit qu'il va la quitter quand elle n'est pas là, et quand elle est là, il est complètement avec elle, mais il ne peut rien lui dire alors qu'il est censé lui dire qu'il va la quitter. Et c'est ce choc de ces deux titans
qui travaille une matière tragiquement différente. C'est ce choc qui est intéressant. Et la question du rien, elle est absolument sublime, elle est absolument névralgique dans cette œuvre, parce qu'effectivement, pendant 5 actes, il ne se passe rien. Il n'y a aucun rebondissement, ou très très peu de rebondissement dramaturgique, il n'y a pas de guerre quelque part, il n'y a pas un Thésée qui revient, il n'y a rien, il y a un espèce de plan séquence dont on se dit mais jusqu'où ça peut aller et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le gouffre pulpeux de l'amour. Et c'est ça qu'il m'importait de travailler, c'est-à-dire c'est de travailler cette matière qui est une matière de frustration permanente dans l'attente que Bérénice a de ce rendez-vous avec Titus, et de voir comment la séparation des corps, l'aimantation, la notion de l'impossible, etc., jusqu'à quand ça va durer avant que quelque chose n'explose. Il y a une actrice que j'aime beaucoup qui travaille en ce moment ici, Dominique Raymond, qui a vu le spectacle hier et qui m'a dit « Ah oui, c'est vrai, chez Racine, on ne se touche pas, mais toi, à la fin, tu les fais se toucher. Qu'est-ce que c'est bien ?» Mais c'est presque ça. Le dessin de Racinien, c'est-à-dire c'est retarder l'orgasme au maximum, et quand on arrive à cet orgasme, c'est déjà un orgasme inversé, c'est-à-dire que c'est un orgasme qui amène un plaisir qui est déjà la douleur de la séparation. Mais venez quand même, hein. Mais ce que je trouve très beau dans justement ce que vous avez décrit de Titus et de son agitation et effectivement du fait qu'il retarde toujours le moment où il va dire à Bérénice qu'il la quitte, et c'est que précisément, est-ce que cette pièce n'est pas aussi incroyable parce qu'elle raconte combien il est douloureux, non pas seulement d'être quitté, mais de quitter. Est-ce que ce n'est pas aussi une pièce là-dessus qui insiste plus qu'aucune autre, parce que sur la douleur, le déchirement aussi que c'est de quitter quelqu'un. Parce que le lieu commun veut quand même que ce soit beaucoup plus facile de quitter, et que à ce moment-là, on n'est pas lacéré, on s'en sort. Mais est-ce que le personnage de Titus ne vient pas exactement travailler contre ce lieu commun ? Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que effectivement, on pourrait présenter Titus comme un salaud qui s'en va. Hein, c'est impossible, et ça a été exploré dans certaines mises en scène qui partent du postulat que Titus n'aime plus Bérénice et qu'il cherche le moyen de le lui dire, et qu'il a du mal à trouver, il a du mal à trouver le SMS qui va en 3 phrases assassines arrêter définitivement la relation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je crois que Titus se rend compte qu'il y a un endroit de perfection dans l'amour de Bérénice, et de perfection qu'il n'arrive pas à atteindre, parce qu'il est également entravé par sa fonction. Et que c'est pas seulement la difficulté de quitter, bien qu'il y ait également ça, la difficulté de quitter, mais c'est la difficulté d'être à l'égal de la beauté et de la puissance de cet amour qu'elle impose. Et aussi, il y a le fait que, d'une certaine manière, c'est Bérénice qui a fait que Titus est devenu ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que l'adulte qu'il est,
hein. Il l'est devenu grâce à elle. Naturellement, peu importe qu'on s'en rende compte quand on voit la pièce, mais il se trouve que Titus, dans sa jeunesse, il était à la cour de Néron et il a, comment dire, il a vu ce qu'était la tyrannie, il est entré dans la débauche de Néron, etc. Ça, c'est pas tant Racine qui le raconte, il le cite un tout petit peu, mais Suétone dit que Titus était dans des orgies avec des jeunes garçons, etc. etc. Et donc, quand il rencontre Bérénice, il se trouve lui-même, et il trouve à la fois sa structure, son éthique, et la possibilité d'un véritable amour. Ensuite, il y a l'entrave du Sénat romain qui lui interdit d'épouser, comme on l'a dit, une reine étrangère, et il y a en même temps cette espèce d'extase de perfection qu'elle lui amène en permanence. Et quand il décide de la quitter, il entre dans un endroit de solitude absolue. Et là, ce qui est intéressant par rapport à comment on a commencé l'entretien, c'est que c'est Titus qui part en exil dans son propre palais quand Bérénice s'en va. Et quand Bérénice s'en va, elle le laisse avec le souvenir éternel de l'amour. Il se trouve que Racine et le public qui regardait la pièce à l'époque connaissaient la vraie histoire de Titus, qui meurt après 2 années de règne. Et donc connaissait ce tragique de la fragilité de ce personnage dont on savait qu'il n'avait pas vécu. Alors, il n'est pas dit qu'il meurt parce que Bérénice est partie, pas du tout. Mais il y a cet endroit pour le public racinien de savoir que ce qui se passe pendant qu'il regarde la pièce, ça fait partie des dernières années, des derniers moments, presque des derniers moments de vie de Titus. Et donc, c'est comme s'il y avait une difficulté pour lui d'être dans cet endroit exact du même amour que Bérénice. Et ça, c'est quelque chose que je comprends tout à fait, parce que il faut peut-être plusieurs vies parfois pour arriver à la tranquillité de l'amour et à l'assurance de l'amour. Et Barthes dit que cette chose-là est dévolue au féminin. Le féminin n'étant pas homme ou femme, et il dit que celui qui attend entre dans le délire, celui ou celle qui attend entre dans le délire de l'amour. Et Titus, il est dans un chaos permanent de la découverte de quelque chose qui serait impossible et vers lequel il ne va pas oser aller. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas beaucoup parlé encore, c'est d'Antiochus. Parce que face à Titus, Racine propose une sorte de double inversé qui est vraiment extrêmement intéressant. C'est le personnage d'Antiochus. Double inversé parce que Titus, précisément, veut partir, alors que Antiochus est celui qui reste. Celui qui reste, vous l'avez dit, la tragédie s'ouvre sur son aveu. Il aime Bérénice depuis 5 ans, depuis même plus que 5 ans, mais il est resté auprès d'elle alors qu'elle s'était mise en couple avec Titus. Et il a magnifiquement, dit-il, recouvert du voile de l'amitié son amour pour Bérénice. Votre mise en scène repose vraiment sur la triangulaire Titus, Bérénice, Antiochus, plus encore que sur le seul couple, duo, si je puis dire, Titus-Bérénice. Que dites-vous en mettant l'accent sur cette triangulaire ? Alors, ce que je trouve absolument merveilleux chez Racine et dans le personnage d'Antiochus, parce que finalement c'est assez simple, Antiochus aime Bérénice, Bérénice aime Titus, on est d'accord, hein. Antiochus a aimé Bérénice, enfin, il n'a jamais arrêté, hein. Il a déclaré son amour, et il l'a déclaré à Agrippa, qui est le frère de Bérénice, et qui, à l'époque, lui a dit « D'accord, elle t'épousera ». 5 minutes après, arrive quelqu'un qui s'appelle Titus, et tout s'écroule.
Titus, pour mon malheur, vint, vous vit et vous plut. Voilà. Et il y a un endroit de la fidélité délirante, mais délirante, c'est pas péjoratif pour moi. On est à l'endroit de la déraison, à cet endroit extraordinaire de la folie, quand le sentiment ne s'arrête pas et arrive à son extrême extrémité, qui fait que dans un rapport totalement vertigineux, Antiochus devient le féminin de Bérénice. Antiochus, pour reprendre le concept de Barthes, Antiochus est celui qui entre dans le délire calme de l'attente et qui, bien qu'il sache qu'il n'y a absolument aucun espoir pour lui d'être aimé de Bérénice, parce qu'elle lui a imposé d'ailleurs le silence, elle lui a, à l'époque, dès qu'elle a rencontré Titus, elle lui a imposé le fait de ne plus lui en parler, et en même temps, il est devenu son confident. Il est devenu le réceptacle de l'amour que Bérénice porte à Titus, et en même temps, il devient, d'une certaine manière, le meilleur ami de Titus. Donc il y a une sorte de rapport, mais totalement incestueux, finalement, de réserve, de contention, etc., de frustration, avec Antiochus qui devient un espèce de personnage d'héroïsme de la frustration. Et ça, je crois que je n'avais jamais vu nulle part, peut-être sauf chez Duras, mais Duras est très très racinienne. Et donc cette patience infinie, cet amour qui n'attend rien, je trouve qu'il est extraordinaire et que d'une certaine manière, c'est vrai qu'il est le protagoniste, d'une certaine manière, le protagoniste de ma vision de cette pièce. En tout cas, s'il n'est pas le protagoniste, il faut vraiment traiter la Trinité et ne pas faire d'Antiochus le personnage secondaire, celui qui regarde à travers la porte. Non, il est dans une existence pratiquement christique. Face à l'amour de ces deux-là. Et d'une certaine manière, c'est vrai que il y a une sorte de gémellité entre Titus, de gémellité radicalement opposée, si je peux me permettre l'oxymore, entre Titus et Antiochus, parce que quelque part, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'elle n'épouse pas Antiochus ? Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas vers l'amore plutôt que d'aller vers l'innamoramento qui tue, hein? En tout cas qui fait très, très, très mal. Et sans doute, probablement, en tout cas que pour moi, la réponse, c'est que, comme dit Aragon, il est plus facile de mourir que d'aimer. Et donc, il y a un endroit dans l'amour qu'elle porte à Titus, il y a un endroit de la mort permanente et qui est une exaltation. C'est-à-dire que, vous le saurez peut-être comme moi, mais l'impossibilité de l'amour est un moteur extraordinaire à l'amour. Voilà. Et donc, on a essayé de travailler sur une figure d'Antiochus qui soit une figure pleinement désirable et qu'on comprenne que elle ne voit pas la figure désirable comme nous ne voyons pas parfois des figures désirables et que nous allons vers des figures qui sont encore plus désirables parce qu'elles contiennent l'impossible. C'est très personnel, hein, ce que je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais je trouve ça exaltant et pas triste du tout. C'est-à-dire qu'il y a une dimension cathartique là-dedans. C'est-à-dire que c'est de les regarder comme exemple de ce que nous avons en nous et de ce que nous pourrions devenir. Et peut-être qu'à partir mais vraiment comme chez les Grecs anciens, hein, à partir de ça, nous pouvons réfléchir sur ce que nous sommes.
Et le fait de le transfigurer par la langue, par la poésie, ça permet d'être au-delà de toute morale comment dire, et d'être pendant 2 heures dans l'absence de jugement et juste dans cette espèce de cyclone, cyclone de la relation, d'une relation qui est quand même extrêmement violente. Vous avez cité plusieurs fois Barthes et ces fragments du discours amoureux. Il y a un passage qui entre en écho justement avec ce que vous avez dit d'Antiochus. C'est le suivant. Barthes écrit « Celui ou celle avec qui je peux bien parler de l'être aimé, c'est celui ou celle qui l'aime autant que moi, qui l'aime comme moi, mon symétrique, mon rival, mon concurrent. La rivalité, finalement, est une question de place. » Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, de Barthes, et de cette phrase géniale? Alors, il n'en parle pas en parlant de Bérénice, mais c'est tout à fait intéressant qu'ils disent que, finalement, le rival devient presque un être de désir. C'est-à-dire que c'est quand il parle de la jalousie qu'il dit que finalement, il y a une passion pour le rival, à travers la désolation qu'on a de ne pas être pris en compte par l'être qu'on aime, et dans la panique qu'on a, qu'il y a peut-être tout le temps quelqu'un d'autre qui va arriver de plus fort, de plus intéressant, de plus palpitant, etc. etc. La seule chose, c'est que entre Titus et Antiochus, on n'entend pas le langage à propos de Bérénice. Il n'en parle pas. Sauf au moment où tous comment dire, se délitent et où Titus va partir, et où Titus va d'abord renvoyer Bérénice, et il demande à Antiochus d'être celui qui va exiler, qui va partir avec Bérénice. Donc il y a quelque chose dans effectivement l'intimité de cette relation qui passe grandement par le silence dans la pièce de Racine, ce qui rend la chose encore plus terrible. Mais c'est vrai qu'il y a en quelque sorte une érotisation finalement de l'impossible quand Titus demande à Antiochus de partir avec Bérénice et de s'occuper d'elle, de faire attention et de dire à Bérénice je continuerai à vous aimer toujours. Donc moi, Titus, je continuerai à vous aimer toujours, mais le DHL de ça, c'est Antiochus. Et on va parler de Bérénice aussi. Après Titus, Antiochus, on va dire quelques mots de Bérénice. Celle qui part et qui part pour de vrai, c'est elle, c'est Bérénice. À quelques vers de la fin, Racine écrit cette didascalie « Bérénice se levant ». En 1670, donc, Bérénice se lève et se casse, pour le dire avec Virginie Despentes. Comment avez-vous travaillé les corps ? Et notamment, justement, cette didascalie incroyable, parce qu'il est dit plutôt qu'elle s'affaisse, et que Barthes associe à un évanouissement, quand Titus lui annonce qu'il la quitte. Donc il y a la verticalité, l'affaissement, presque l'évanouissement, le sol, et cette verticalité retrouvée pour ce départ. Comment avez-vous travaillé les corps ? Alors, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de tabouret, il n'y a pas de chaise, il n'y a aucun endroit pour s'asseoir dans la mise en scène que nous avons faite avec toute l'équipe. Ce qui m'intéressait, c'était justement de voir comment on travaillait cette verticalité sur un plateau qui apparaît comme un plateau nu et qui est un plateau d'or, un plateau doré en tous les cas. Et les trois personnages, la Trinité, ils sont extrêmement grands, tous les trois. Que ce soit Marine Gramont, Bérénice, Antiochus, Titus. Et il y a quelque chose de l'ordre de la statuaire, comme s'il y avait, dès le début du spectacle, une attraction vers la terre.
Et comme si ces personnages, qui sont immenses, étaient déjà dans le processus de leur propre chute, dans une sorte de désagrégation de l'argile ou du marbre de la statue. Et donc, effectivement, il y a plus besoin qu'elle se lève ou qu'elle s'affaisse. Il y a un endroit, comment dire, de destruction de l'être et ensuite de résurrection, véritablement, quand elle comprend que finalement, elle continue à être aimée, mais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible et qu'elle accepte cet impossible et qu'elle accepte d'une certaine manière, de laisser partir Titus, ou en tous les cas de le laisser rester, ce qui est la même chose. Partir, rester en l'occurrence, c'est la même chose. Donc finalement, il y a un endroit de la restructuration de l'individu, du redressement de l'être, mais qu'on n'a pas voulu sursignifier et qui est un endroit d'une certaine manière de l'invisible. De toute façon, il ne bouge pas beaucoup. Il faut beaucoup de patience. Hein. Ils ne bougent pas énormément. Ils sont dans une sorte de constriction du corps, comme s'ils étaient tous les trois dans des armures qui les corsettent et en même temps avec un poids qu'ils doivent porter en permanence. Et il y a un moment déjà dans le transport amoureux au quatrième acte, quand vraiment l'amour explose, il y a un moment où le corps se libère. Mais ce que je demande au public, c'est d'attendre 4 actes pour que le corps se libère. Et il se libère dans la furie. Et une fois que ces corps-là, en l'occurrence de Bérénice et de Titus, se sont libérés dans la furie, il y a une autre verticalité qui s'installe. Il y a d'abord la propension à la mort, et ensuite, quand il y a cette réinvention de la vie, il y a une verticalité, ce que j'appellerais une verticalité de l'apaisement. Est-ce que c'est trop compliqué tout ce que je dis? Non? Ok. On va parler d'un autre corps dont on parle rarement, et sans lequel pourtant il n'y aurait pas de théâtre, c'est le corps du spectateur. Je voudrais finir cette discussion en évoquant un film qui questionne précisément la réception de Bérénice sur le corps du spectateur, par le corps du spectateur. Ce film, c'est Le goût des autres d'Agnès Jaoui. Dans ce film, Jean-Jacques, interprété par Jean-Pierre Bacry, va au théâtre alors qu'il n'en a pas du tout l'habitude. Il ne sait pas ce qu'il va voir et il découvre Bérénice de Racine. Je veux bien qu'on lance l'extrait long. Merci. J'essaie de garder mon sang. Je lui demande gentiment de rester poli. Tu sais ce qu'il me répond? Il me dit, je vais vous mordre, vous allez voir si vous restez calme. Oui, une espèce de bonhomme, c'est désagréable, agressif. Intérieurement, je me disais, c'est bien fait pour lui. C'est pas un homme généreux. Bon, enfin, il faut quand même faire quelque chose. Hein. Il mord beaucoup, hein, Fluky. C'est pas la première fois. Oui, mais tu sais bien qu'il a toujours une raison. Ou bien c'est parce qu'on l'a embêté, ou bien il sent que la personne est méchante. Il le sent, ça, les chiens. Oui, ça, d'accord. Putain, qu'est-ce qu'on est mal assis. Tu veux pas qu'on ait bouffé, on revient à la fin, on lui dit que c'était très bien, puis... Oh non, Jean-Jacques. Ah non, ça c'est vraiment pas gentil, on est là maintenant. Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Oh, putain, sans verre. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. Ces costumes. De son appartement, cette porte est prochaine, et cet autre conduit à celui de la reine.
Va chez elle. Dis-lui qu'important à regret, j'ose lui demander un entretien secret. Et si nous ne pouvons commander à nos pleurs... Mais c'est pas Virginie, là-bas, vous. Que la gloire du moins soutienne nos Si, douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre, quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur que de se perdu? L'ingrat de mon départ consolé par avance daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimée. Vous verrez que Titus n'a pu sans expirer. Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'honneur hyménée. Rome, à ne plus vous voir, m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Virginie. Ah, salut. C'est qui, lui? Le metteur en scène. Alors ça va, t'es contente? Ça vous a plu? Bah, on t'a pas vu beaucoup, hein. C'est dommage, c'était court. Mais t'étais mignonne. Les costumes sont horribles, mais toi, t'étais très mignonne. Non, mais le spectacle, ça vous a plu? Ah, bah oui. Entre parenthèses, tu sais pas très bien pleurer, hein? Quand elle pleure, là, c'est... Oh, c'est très difficile, ça doit être une des choses les plus dures pour un comédien. Avec la mémoire, non? Enfin, là, t'as avec 3 phrases. Qu'est-ce qui t'arrive, ça, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Au revoir. Oui, oui, j'arrive. À demain. Ciao. T'attends dehors. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai trouvé ça très bien, tu sais. Tiens, écoute. Mais t'étais très belle. Alors, coup de foudre de Jean-Jacques pour Anne Alvaro, pour Bérénice et pour le théâtre, pour l'Alexandrin, lui qui regrettait au début de la représentation que ce soit en vers. C'est lui qui pleure. C'est lui qui pleure, pas le Titus qui est sur scène. Et c'est d'ailleurs, c'est merveilleusement filmé par Jaoui, puisque cette Bérénice, à un moment, semble ne plus s'adresser qu'à lui, qui pleure, effectivement. Et Jean-Jacques, c'est nous, spectateurs, qui continuons à pleurer devant cette histoire. Est-ce que vous, que Bérénice et que Racine accompagnent depuis si longtemps, vous sauriez dire, est-ce que c'est la langue et qu'est-ce que c'est qui vient atteindre si profondément notre part d'inconsolable? Qu'est-ce qui pleure en nous? Alors, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, quand je parle aux acteurs, je leur dis de ne pas kidnapper la douleur dans le torrent de leur émotion, et qu'en fait, ils doivent être les médiums d'une certaine manière et être traversés par cet excès de larmes, de douleur, etc., et de l'envoyer dans la salle. Je pense que, en fait, ça fait du bien de pleurer.
qu'il y a un endroit, comment dire, de la transfiguration du vertige amoureux par la beauté de l'écriture, qui est un endroit qui pour moi est un endroit totalement de l'absolu et qui est un endroit de joie. Et qui est un endroit de joie qui passe par les larmes. Et qui est effectivement un endroit qui peut possiblement être un endroit de réparation et un endroit de compréhension de nos êtres, tout simplement. J'ai aussi tout simplement le sentiment que dans un monde, comment dire, dans le monde assez effroyable dans lequel nous sommes maintenant, dans un monde quand même vraiment blessé, que c'est intéressant de s'arrêter un instant et d'habiter la poésie, et d'habiter aussi, d'une certaine manière, nos propres souvenirs. Ce n'est pas, comment dire, se vautrer dans le chagrin. C'est pas du tout ça. C'est regarder d'une certaine manière, à travers Bérénice, à travers Titus, à travers Antiochus, ce que nous sommes, ce que nous avons été, et peut-être ressortir plus nous-mêmes, plus vigilants, plus à l'écoute des possibles, avec moins de certitude, et reprendre son souffle après avoir regardé la beauté pour à nouveau sortir et affronter le monde. Ça c'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tant le politique dans la mise en scène que j'ai faite, parce que pour le moment, je suis perdu avec le politique, c'est-à-dire que je me demande maintenant comment il peut agir sur le présent. Je ne dis pas qu'il ne doit pas agir, mais je dis qu'à un certain moment, que dans des moments de confusion, j'ai besoin de retrouver ce refuge de la parole pure, de la parole qui est pratiquement comme un sacerdoce, comme une religion, et peut-être qu'après ça, je suis lavé de quelque chose et que je peux peut-être avoir juste quelques grammes de courage après. Merci beaucoup, merci à vous, merci beaucoup. Merci.